Je savais pas que tu avais un gros bagage au niveau des mangas. Mais moi je suis une otaku à la base, hein. J'ai commencé par OK. là. J'ai commencé au lycée par une copine qui était vraiment une grosse otaku. C'était ma meilleure amie au lycée d'ailleurs. Et c'est elle qui m'a lancé dans le cosplay d'ailleurs. Et c'est par ce biais-là ensuite que je suis arrivée au jeu de rôle en fait. OK. Parce que justement, j'étais cosplayer avant de faire du GN. Et finalement, en fait, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait le plus, outre la démarche purement créative, c'était le roleplay en fait. Et quand les gens du cosplay se sont de plus en plus centrés sur la partie réseaux sociaux, en fait, le loisir a beaucoup évolué en une quinzaine d'années, parce que moi j'ai commencé le cosplay en 2006 à peu près. Je n'en fais presque plus maintenant, parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, autant en termes de place, de sous, et je t'en passe, quoi. J'en ai encore pas mal là-haut, qui attendent que je les reporte ou que je les modifie. Mais j'ai pas refait véritablement de cosplay plusieurs années. Et j'en ai fait beaucoup, il fut un temps. Mais à l'époque, en fait, on le faisait dans des concours ou dans les allées des conventions. Moi, ce que je préférais finalement, c'était faire l'andouille sur scène avec mes potes. Et en fait, cette composante-là a plus ou moins... elle n'a pas disparu, mais elle a énormément diminué avec l'arrivée des réseaux sociaux. Donc, où là, on a plus ou moins quitté la partie roleplay pour passer sur la partie purement image, en fait. Donc, moi, j'y me trouvais moins mon compte, finalement. Parce que ce qui me plaisait le plus, finalement, c'était l'acting, quoi. Et donc c'est des potes cosplayers qui m'ont parlé du GN, et quand j'ai découvert ça, j'ai fait bon, waouh. Voilà. donc c'est marrant parce que en fait ton parcours il part des mangas pour du cosplay, puis le GN, et maintenant t'arrives jeu de rôle. C'est ça, en fait, moi j'ai couché les cases du nerd les unes après les autres. En fait, j'ai complété mon bagage. La seule chose qui me manquait au bout d'un moment, c'était l'informatique, et puis je suis devenue développeur. Donc bon, du coup, j'ai eu la totale. Mais ouais, en fait, au tout départ, c'était la fantasy, mon gros délire. J'étais dans l'heroic fantasy quand j'étais ado, j'avais une quinzaine d'années. Et c'est comme ça que je suis devenue copine avec la fille qui m'a fait découvrir les mangas, en fait. Parce que justement, on était toutes les deux fans de tous ces univers-là, à commencer par Le Seigneur des Anneaux. OK. Donc en fait, quand on joue à L5R, toi, t'es dans ton élément, quoi. T'as toutes les bonnes rêves, quoi. Ah bah Mélie l'a vu, hein, j'ai tout le vocabulaire qui va avec parce que je le connais parfaitement, en fait. Oui, c'est vrai qu'on a fait pas mal de scènes à deux où j'ai pu me rendre compte que je le savais plus ou moins, je l'avais deviné, mais ça a été très très bien confirmé, voilà, sans qu'on ait besoin de sans que tu aies besoin de le dire, ouais, sur les scènes qu'on a fait. Il y a quelques scènes notamment de préparation et tout, où ça tenait avec une facilité, je me suis dit c'est pas possible. Elle a pas révisé, elle le sait depuis longtemps. En fait, j'ai fait des kimonos, je les ai fabriqués. J'en ai fabriqué pas mal. J'en ai porté aussi. J'ai fait des GN dans un univers très largement inspiré le 5R, donc j'ai eu le temps de creuser un peu le sujet aussi. Et pour commencer, effectivement, je connais assez bien l'histoire du Japon, en fait. Parce que justement, je l'ai découvert par le biais des mangas. C'est la fameuse scène où vous prépariez pour la soirée de ton tournoi de Topaz. C'est ok, ça. parce que j'en ai entendu que par les échos. En fait, je sais même pas ce qu'il y avait dans cette scène. D'accord. Il n'y avait pas grand-chose, mais c'est juste que en fait, l'idée c'était de montrer que moi, que Kyoko était vraiment dans son élément en tant qu'aristocrate, si tu veux, quoi. Voilà. Et donc, qu'elle maîtrisait tout cet univers-là, en fait, quoi. Voilà. Donc j'en ai profité pour placer des morceaux de vocabulaire et des morceaux de culture, quoi, et tout. Ouais. D'accord, c'est à la fois ton personnage est à l'aise. Vas-y. Non, t'inquiète, mais oui, c'est ça. C'est la même idée. C'était d'autant plus agréable que le personnage est bien soutenu par les connaissances de la joueuse, et que du coup, moi en face, j'ai un personnage qui est moins à l'aise avec tout ça, et donc c'était d'autant plus facile de se laisser guider un peu, et puis de jouer le. Voilà, Eri, elle n'est pas du tout à l'aise avec ça, c'est pas du tout sa spécialité. Elle parle bien, elle sait ce que c'est la diplomatie et tout, mais par contre, voilà,
ça donnait encore plus de profondeur. Enfin, c'était du fluff, mais ça donnait beaucoup de profondeur au final, à la fois à nos personnages et à la relation qui était en train de se dessiner. En plus, elle se connaissait pas bien du tout à ce moment-là. Donc ça a donné pas mal de... Enfin, l'air de rien, ça a donné, je trouve, un appui, un socle au début de cette relation qui se dessinait justement. Oui, bon, en fait, je me suis servi de ma connaissance de la culture japonaise pour donner un peu de profondeur à la scène, si tu veux. Ouais, Mais bon, c'est vrai que c'était pas forcément dans le background de mon personnage, mais j'ai pensé que ça serait justifié d'une part et intéressant aussi. Et du coup, ça faisait écho finalement à la relation qu'on avait toutes les deux. Donc c'était très fluide finalement. Ah oui, bah, pour moi, c'était évident que tu allais être hyper à l'aise. Et c'est d'ailleurs pour ça que Eri n'a pas refusé la proposition d'aide de Kyoko, parce que justement, elle, des trucs comme ça, elle stresse, elle est un peu toute seule et du coup, elle avait pas l'habitude. Et bon, voilà. Du coup, non, même si c'était pas dans ton background, tu l'as bien intégré. Et en fait, au final, c'est là où il y a le truc de nos vies à nous qui se rejoignent un petit peu et qui viennent enrichir nos personnages. Sans qu'on le veuille ici, on veut, mais sans que ce soit prévu au départ, quoi. Ou des trucs auxquels on n'aurait pas forcément pensé, puis qui viennent en cours de jeu, et on se dit, ah ouais, en fait, j'ai cette expérience-là, peut-être que ça peut me servir pour. Peut-être qu'elle peut être comme ça aussi, ou que je peux m'inspirer de ce truc-là pour l'intégrer, pour donner de la contenance et de la profondeur à mon perso, ou à cette scène-là en particulier, etc. Tout ça, Ben, en tout cas, c'est pas par hasard que Jérémy m'a proposé de venir sur la table de L5R. Hein. Non, je savais que je m'intéressais un petit peu au Japon. Non, bah en vrai, c'est surtout qu'on avait eu plusieurs fois l'occasion de dire tous les deux qu'on aimait beaucoup l'univers des samouraïs. Hein. On avait eu l'occasion d'en caler d'ailleurs sur San Francisco quand on avait fait les GN virtuels. Et on avait tous les deux été d'accord sur le fait que non, mais les samouraïs c'est génial. Hein. Ouais, les samouraïs c'est génial. Si on fait du L5R, oh ouais. Voilà, c'est parti de là en fait. Moi je suis pareil, hein, quand il y a des ninjas et des samouraïs, je veux absolument faire ce jeu de rôle là. Mais je pense que notre MJ préféré le savait pas. Je sais pas pourquoi il me propose, moi je fais un truc avec des samouraïs, oui, non mais je signe, faut signer avec son sang, ça pas de problème. Ouais, c'était à peu près l'idée, ouais. C'était à peu près l'idée. Ben justement, je sais pas si tu te souviens, mais sur le GN de San Francisco, il y avait un perso qui était un samouraï. Oui, je me rappelle. Ouais, justement, on avait tripé tous les deux là-dessus parce que on en avait calé d'autres des samouraïs. Parce que c'était San Francisco, il y avait beaucoup d'Asiatiques ou des émigrés ou des trucs qui se planquaient sous la surface. Il y avait des éléments du lore que les joueurs n'ont pas forcément déterrés, qui étaient en rapport avec la culture asiatique en général. Et donc, quand ça touchait à la culture japonaise, généralement, c'était moi qui faisais office de référence, en fait. Parce que lui, il avait beaucoup creusé la culture chinoise, justement, avec tout ce qui s'était bouffé sur le lore. Mais la culture japonaise, moi, je la connais très bien. Donc, parce que en dehors du cosplay, des mangas en général, en fait, j'ai été dans une assoce qui organisait un festival sur la culture asiatique à Dijon. Et j'y ai été pendant une bonne quinzaine d'années. C'est même là-bas que j'ai fini par rencontrer mon mari. Donc, du coup, on est resté dans l'organisation de ce salon jusqu'à ce qu'on parte pour Paris il y a 10 ans, du coup. Et on y est même revenu chaque année jusqu'au Covid, en fait. Donc pendant 15 ans, on était tous les ans à ce festival dans les organisateurs. Ce qui fait que je connais très bien tout ce milieu-là. Je connais beaucoup des gens qui ont été dans l'organe des salons et dans tout ce qui était youtubeur, web-série et compagnie dans les années 2010 parce que c'était à fond là-dedans en fait. Ok, et donc c'est quoi? C'est toi qui pousse Jérémy à lancer cette table ou c'est vous chauffez Non, en fait, à la base, c'était même moi qui avait fait une première séance de L5R. Justement, j'avais fait la campagne du championnat de Topaz. On avait fait une session chez moi avec d'autres personnes. J'ai pas pu la reconduire parce que pour réunir tout le monde, ça a été vraiment très compliqué. Et en plus, au moment où j'ai lancé la table, finalement, je venais d'apprendre que j'étais enceinte. Donc, j'ai pas pu continuer.
Et au final, c'est Jérémy qui m'a proposé de reprendre. Ce à quoi je lui ai dit: «Mais je t'en prie, bien sûr, fais donc». Fais-moi jouer mon jeu de rôle préféré, je t'en prie. C'est à peu près ça, oui, parce que bon, bah, du coup, après, en plus, on avait déjà San Francisco 2 qui était sur les rails, donc on a d'abord fait le GN virtuel, et après ça, j'ai eu mon fils, donc j'étais pas du tout en état de maîtriser une table, quoi. Par contre, quand il m'a dit qu'il avait juste envie de jouer dedans, même s'il était MJ, je suis là, je suis là. Bon, je connaissais à peu près les grandes lignes de la campagne parce que forcément j'avais fait jouer, mais bon, j'ai pas son degré d'implication non plus. Hein, je suis un MJ débutant et je savais que je passerais un bon moment si c'était lui le MJ. Ah, il prépare beaucoup, hein. Il prépare beaucoup, mais ça m'impressionne, hein. Oui. Ouais. Ouais. Puis il a une capacité d'écriture assez impressionnante en fait. Ça, je l'ai vu Ouais, sur ouais. San Francisco surtout. Ouais, et il a Il toujours été comme ça. une dizaine de bacs en quelques jours et Ouais. avec une facilité déconcertante, quoi. Et Ouais, ouais. puis j'ai pas l'impression que tout ce qu'il écrit, ça a de la qualité fonctionnelle, pas juste de la qualité tu vois, littéraire, c'est bien écrit, etc. Il écrit vraiment des éléments qui sont narrativement très pertinents, tous intéressants. Enfin, ce que je lui disais il y a pas longtemps, c'est que moi, j'ai envoyé des balles dans mon BG de perso en disant bah voilà, je lui en ai envoyé 4-5 en disant bah voilà, s'il en rattrape une ou deux, on passerait une bonne partie, quoi. Et puis il rattrape tout. Il rattrape tout, Ouais. c'est fou. Ouais, ouais. Bah, il s'est formé au scénario et ça se ressent vachement dans sa manière de concevoir le jeu et tout ça, et une espèce de cartographie mentale d'à la fois de tous les arcs, de tous les personnages, et c'est assez, ouais, il a des capacités là-dessus qui sont assez impressionnantes et qui met au service de tout ça, quoi. Pour le coup, c'est lui qui m'a introduit au jeu de rôle, du coup, en 2018, un truc comme ça. Alors, pas à distance, du coup, parce qu'à l'époque, on avait un groupe de copains, on était tous sur Paris. Et je crois qu'il commençait à mastery pas longtemps que ça. Et déjà, à l'époque, c'était déjà dans cet esprit-là, quoi. On jouait à Vampire à ce moment-là, parce que c'était c'était un peu le jeu par lequel j'ai été introduite à ça, moi, tout ça. Et c'était hyper drôle, c'était hyper cool. Et en plus de ça, chaque élément de nos BG, ils étaient tous utilisés. En plus, comme c'était mon premier jeu de rôle, je stressais à mort et tout. Et du coup, comme on faisait nos propres BG à ce moment-là, j'avais mis 2 semaines à créer le BG de mon personnage. J'avais vendu un truc qui faisait au moins 6 ou 7 pages, voire plus, je sais plus. Enfin bref, c'était le pauvre. Mais au final, tout a été réutilisé et c'était trop chouette. C'est un personnage que j'ai adoré faire, adoré incarner, et il lui avait prévu un arc super, super lointain et tout. Malheureusement, la table s'est arrêtée parce que voilà, les joueurs, au bout d'un moment, ça s'est un petit peu éparpillé. Mais pour le coup, ça aurait pu aller très très loin. Je veux savoir le clan de ton personnage maintenant. Alors attends, putain, faut que j'arrive à me souvenir des noms, parce que j'étais Brouja. Ah d'accord, Voilà. très bien. J'étais une adolescente. J'étais une adolescente qui avait été fan de vampire, mais genre pas du tout. C'était pas du tout normal, puisque voilà, c'est pas trop dans les règles normalement de faire des mineurs. Et voilà, du coup, j'avais cette attitude de l'adolescente de 14 ans, balle dans sa peau, qui répond à tout le monde, qui fout la merde, et qui est un peu impulsive. Et du coup, ça. Déjà, plus... ouais. Oui, oui, bah voilà, c'est ça. Du coup, c'était extrêmement fun à incarner en plus. Parce que vraiment, c'est très loin en plus du personnage que je joue là dans L5R. Et du coup, ouais, je me suis bien amusée, j'avoue. Ouais, je me suis mise au jeu de rôle à peu près à cette période-là, je pense, en fait. J'y avais touché un petit peu quand j'étais à la fac. On avait fait quelques parties vite faites avec un petit club de jeux de rôle qu'on avait monté avec les gens de la fac. Mais c'était pas très suivi. Ça n'avait jamais dépassé quelques parties. Et j'ai véritablement
commencé à mettre les mains dedans 2019 et surtout 2020 avec le Covid. Voilà, donc là, je crois que c'est la première fois où on a vraiment pu faire une campagne suivie jusqu'au bout. C'était le confinement, justement, parce que là, personne n'avait rien d'autre à faire. Donc, du coup, j'étais sur du Donjons et Dragons. On avait fait du Humblewood avec quelques amis. Ça nous a tenus au moins pendant tous les confinements, comme ça. Mais avant ça, j'avais pas fait grand-chose, finalement. On avait fait beaucoup de petites sessions par-ci, par-là, mais rien de très suivi. Finalement, la campagne que je fais avec vous sur L5R, c'est peut-être la campagne la plus aboutie que j'ai faite jusqu'ici. Ouais. Moi, les confinements, ça a ouvert la porte au GNV. Du coup, j'ai jamais fait de GN, j'ai jamais fait de cosplay, ce genre de trucs-là. Socialement assez anxieuse. Du coup, c'est des événements où il y a plein de monde et moi, j'ai du mal à me sentir à l'aise et à aller et tout. Et du coup, c'est vrai que le GNV, ça permettait d'être à distance et de s'éclater quand même. Et après, il y a une campagne que j'ai faite avant L5R et que j'ai suivie jusqu'à ce que je parte. C'était avec Jérém aussi, mais qui était joueur, et c'est une campagne de Night. Et ça, c'est un jeu, j'aimerais beaucoup y rejouer. Moi aussi, en fait. Un jeu fantastique. Ouais, on avait une campagne en cours avec des amis et on n'a pas pu aller plus loin parce que le MJ a lâché l'affaire. Donc, moi, j'aimerais bien y rejouer aussi. Ouais, mais je pense que c'est assez dur à MJT, d'après Jérém et d'après le MJ qui faisait la partie. Et moi, en plus, j'ai une frustration, c'est que je suis partie pour des raisons personnelles. Je voulais pas partir à la base et j'ai dû m'extraire de la table pour des raisons personnelles. Et en fait, j'ai cette frustration de ne pas avoir mené mon personnage au bout, de ne pas être allé au bout du truc, alors que c'est un univers qui est hyper riche, quoi, qui est fascinant et qu'en plus, j'aime bien les univers un peu qui vont loin dans qui vont loin dans des trucs profonds. J'ai pas peur d'aller dans des trucs genre ça parle concrètement c'est du post-apocalyptique voire de l'apocalyptique complet. Et j'avais adoré aussi les parties de Cthulhu, tous ces trucs là qui tournent autour de trucs de sujets un peu glauques, sombres, tout ça, je trouve ça fascinant à interpréter parce que du coup tes personnages t'es obligé de les pousser dans une espèce d'urgence qui est très différente du rythme qu'on a sur L5R et qui est génial à jouer aussi et qui est passionnant aussi parce que du coup c'est beaucoup plus lent comme rythme, mais c'est vachement bien aussi du coup. Dans L5R, je pense que c'est vraiment on y va étape par étape et que les premiers chapitres effectivement sont très mondains, très sociaux, etc. Mais compte tenu du personnage de Rémi, de l'autre Rémi, du coup, à mon avis, on va pouvoir avoir des trucs qui vont assez vers le sombre. Lui aussi, il a dit que la corruption, c'était les thèmes qui l'intéressaient, etc. Je pense qu'on va avoir ce chapitre-là à un moment donné, mais je sais pas quand. Mais... C'est possible. Oui, c'est vrai que il a construit un personnage assez intéressant pour ça, oui. C'est vrai que comme là, j'ai dû partir pour mieux revenir, mais du coup, il y a des trucs que j'ai pas pu suivre sur notamment l'évolution des personnages et du scénario et tout. Il y a des trucs que j'ai compris grâce grâce à la galerie de gifs qui sont partagés toutes les parties. T'inquiète, on t'expliquera. Et en fait, le personnage de Sora, j'en sais très peu de choses aussi, parce que une des spécificités quand même de cette table, c'est que c'est en secret fermé, c'est-à-dire qu'on a des secrets tous les uns et les autres, et c'est le MJ qui coordonne et qui voilà. Et le personnage de Sora, pour moi, c'est une énigme. Je comprends pas pourquoi ce personnage agit comme ça. Qu'est-ce qui se cache derrière. T'as peut-être plus de billes, Mag, mais moi, je me dis, mais il fait vraiment des trucs bizarres. Je comprends pas, tu vois. Ce qui est aussi le carburant pour l'imagination, mais je comprends pas. Je pense que c'est surtout que Rémi s'éclate à le jouer comme ça. Surtout que je connais un peu Rémi maintenant. Du coup, je crois que c'est juste que Rémi s'éclate à jouer un personnage bizarre.
et qu'en fait, il trouve des prétextes à le jouer de façon à ce qu'il soit bizarre. Et ça lui rajoute des billes, puis après, il se dit, tiens, ça a l'air fun, ça, si j'allais par là. mais à mon avis, à la base, l'intention, c'est juste qu'il avait envie de faire un truc inhabituel. Et du coup, il s'amuse. Ça me fait un peu penser à ce qu'il avait fait avec le personnage son personnage de vampire dans le VNV de Montréal. La première partie notamment. Toi, t'étais là déjà à la première partie ou t'es arrivé à la deuxième? Oui, j'étais là, ouais. Et en plus, je faisais partie de son clan. Enfin, de son... Sa coterie. Ouais, voilà, de sa coterie. Et donc, du coup, nos personnages étaient donc naturellement proches et amenés à beaucoup discuter les uns avec les autres et tout. Et ouais, il avait fait un peu ce genre de truc-là aussi à la base, parce qu'on en avait parlé après, du coup, j'ai dit, putain, ce perso, il était génial, son BG, il devait être incroyable. Des fois, il m'a dit, mais non, il y avait quasiment rien dans son BG. Et il m'a dit après qu'il avait qu'il a mis comme ça et qu'il avait rajouté des trucs, etc. Mais qu'au final, il avait brodé et tissé autour de quelque chose, autour de pas grand-chose. Et au final, ça avait donné un perso un peu incernable. Tu sais pas pourquoi il fait ce qu'il fait. Peut-être tu le devines à la fin. Et encore, t'es jamais totalement sûr, en fait, de ce perso. C'est assez rigolo. Je pense que Rémi s'amuse beaucoup à jouer ce genre de personnage. En fait. Ouais. Puis bon, après, une fois que je l'avais vu en vrai, j'ai compris pourquoi. Ouais, c'est lui aussi, il a. Tu sens l'écrivain minutieux derrière. Il prépare beaucoup de choses très en amont pour les ressortir au fur et à mesure. Et il a beaucoup d'idées qui pop aussi. Donc du coup, il a vite un truc qui arrive et il le case et il le ressort longtemps après. Tu sais plus d'où ça sortait déjà, mais c'était déjà là quelque part, quoi. C'est sur Lady Blackbird où il m'a impressionné parce qu'il jouait le pilote gobelin complètement fou. Il donnait des ordres dans une espèce de vaisseau steampunk, et puis donc il disait ah là là, il faut passer les stipules en propulsion ultra je sais pas quoi. Et en fait il nous sortait des phrases et des phrases de jargon que personne ne comprenait autour de la table, et c'était avec un naturel. On se serait cru dans un manga des années 80, quoi. C'était n'importe quoi et ça passait tellement bien que c'était génial. Je me suis dit, c'est pas possible, il a forcément prévu des pages de répliques comme ça pour pouvoir en sortir, tu vois. Et je vais pas poser la question. Si ça se trouve, c'était vraiment de l'improvisation. C'était de l'impro, hein, il me l'a dit, mais c'était impressionnant. Je suis tellement jaloux. Vite, enclencher les propulseurs à distribution magnétique intégrée. Quoi? Et là, tu le sens un peu le côté ingénieur quand même, avec une maîtrise d'un certain type de vocabulaire. Lui, c'est plus qu'un ingénieur. Hein, il a un doctorat en intelligence artificielle, le garçon quand même. Quoi. C'est ça. Ouais, oui. Donc c'est ça se sent il s'en sert vachement, mais pareil, tu vois, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est des trucs de ton background perso dont tu te sers pour nourrir tes personnages au final et dans desquels tu vas piocher, mais un tout petit peu, quoi, de manière... et il faut que ce soit pertinent, sinon ça n'a aucun intérêt, mais bien, en l'occurrence, c'est super bien fait, quoi. Oui, en tout cas, oui, c'est sûr que tu sens que le mec est pas con derrière. C'est très rigolo de l'entendre. Moi, je trouve que c'est encore plus impressionnant de le faire sur l'instant, parce que tu peux te dire, tu vois, le faire sur la longueur quand tu prépares un texte à écrire, quand tu fais du RP écrit, etc. Tu peux te dire bon, il suffit juste d'y passer du temps, tu vois, pour le faire. Mais quand c'est vraiment un truc qui devient dans une session de jeu de rôle et que c'est vraiment de l'impro du tac au tac, je trouve que c'est vraiment c'est une compétence qui me fascine, quoi. J'avoue, j'étais impressionné moi aussi, je pense, cette séance-là. Je me suis dit, mais comment il fait? Sérieusement, comment il fait? Souvent. En GN, j'ai appris à improviser du tac au tac aussi, mais je pense pas avoir atteint ce niveau-là. Après, en GN, je me suis rendu compte aussi qu'il me fallait un certain temps souvent pour rentrer dedans, dépendant aussi des circonstances, du jeu, de mon état de fatigue et des gens avec qui je suis en face. Le dernier que j'ai fait finalement d'ailleurs, c'était le GN du World of Darkness qu'on a fait l'année dernière. J'en ai pas refait depuis.
Et j'ai mis un peu de temps à me mettre dedans. Par contre, une fois que j'étais dedans, j'étais bien dedans. Et peut-être que pour le jeu de rôle, ça me fait un peu pareil en fait. Je pense qu'il me faut un peu de temps pour lancer la machine, mais par contre, une fois que je suis lancé, ça va beaucoup mieux. Et c'est dans une session ou sur le long terme de la partie? Bah là, pour L5R, je pense qu'au début, on avait un peu de mal à savoir sur quel pied danser. Pas parce qu'on se connaissait pas, parce que de toute façon, on se connaissait tous autour de la table, mais parce qu'on savait pas trop comment jouer ça. Mais une fois qu'on avait trouvé notre rythme, c'était bon en fait. Et là, j'ai l'impression que ça avait fait un peu pareil sur ce GN-là. On savait pas trop comment se lancer dedans, parce que tout le monde se regardait un peu en chien de faïence en attendant de voir qui allait bouger en premier. Surtout que là, c'était tous les univers du WoD qui étaient mélangés. Nous, par exemple, moi, j'étais dans une des meutes de loups-garous, il y avait des vampires, il y avait des changelins, il y avait des spectres. On savait pas forcément qui était qui en plus. On savait pas si tout le monde allait pas finir par s'éclater sur la tronche au bout d'un moment. Bref, au début, personne n'osait trop réagir et du coup, ça m'a un peu freiné dans mon interprétation, je pense. Parce qu'on savait pas comment commencer en fait. On n'était pas tout à fait dedans. Par contre, à partir du moment où les événements ont commencé, où on a vraiment pu penser à autre chose que juste à qu'est-ce que je dois dire ou faire à quelqu'un, il fallait juste agir. Bah là, en fait, on est rentré naturellement dans nos personnages. Je pense que ça a fait un peu pareil finalement sur les tables. C'est à partir du moment où on a juste arrêté de parler pour se concentrer sur ce qu'il fallait faire. Bah là, on a arrêté de réfléchir et c'est devenu naturellement, quoi. Et je pense que, sincèrement, ça m'a valu une de mes plus belles scènes de GN, finalement. J'ai vraiment endossé le rôle d'un alpha alors que je me sentais pas forcément de le faire à la base quand on m'a confié le rôle. J'ai hurlé sur tous les loups-garous jusqu'à ce qu'ils arrêtent de se foutre sur la tronche, en fait. Véritablement, je leur ai hurlé dessus. C'était limite si je leur avais pas foutu 2 baffes chacun avant de les obliger à se faire un câlin. Pour ça, le GN, ça doit être beaucoup plus intense que le JDR, même s'il y a des moments en JDR, même à distance, où justement peut-être que la distance crée plus de liberté pour ça, mais où tu vas libérer certains trucs de ton personnage ou faire des trucs justement tu t'y attendais pas. Genre là sur la partie de Cthulhu, j'ai un peu ressenti ce genre de truc là aussi. Un personnage que, justement pareil, tu vois, que ce que tu décrivais là, c'était un personnage qui m'a fait sortir de ma zone de confort, parce que c'était pas du tout le genre de personnage que j'avais l'habitude d'incarner, quelqu'un de très assertif, de très sûr d'elle, de très hautaine, de très... puisque hautaine était carrément méprisante, et de très autoritaire. Et qui plonge peu à peu en plus dans la folie, donc t'as ce... Et c'est vrai qu'il y a des moments où en plus on n'avait pas beaucoup de parties pour se mettre dans nos personnages, le BG était préécrit, et t'avais peu de temps pour maîtriser sur le bout des doigts en fait qui t'allait interpréter. Et c'est un autre type d'exercice que quand on a vraiment le temps de créer son personnage, on fait le BG sous nous-mêmes ou qu'on fait en collaboration avec le MJ, et que du coup on s'imprègne déjà du caractère, de ce qu'on va interpréter, etc. Là, c'est peut-être aussi différent que préparer une pièce de théâtre pendant un an pour la jouer 3-4 fois à la fin de l'année, et puis faire de l'impro, et que tu vas avoir des trucs différents tous les soirs quasiment, quoi. Et ça c'était chouette parce que du coup ça oblige à aller puiser quelque chose au fond de toi, te dire là c'est raccord, il faut que mon personnage se comporte comme ça, même si c'est pas moi en fait, mais du coup c'est c'est un peu le but du RP, mais du coup c'est interpréter quelqu'un d'aussi différent de moi et qui me faisait autant sortir de ma zone de confort. Je pense que c'est ça qui aide à ressentir ce truc là, justement, de cette espèce d'ivresse un petit peu, de dire oh c'est trop bien quoi, c'est vraiment RP et c'est pas du tout moi et je le sais très bien, et je sais pas, il y a un truc qui se passe qui est un peu qui est très chouette quoi. Tu vois, c'est précisément pour cette raison que justement je suis tombée dans le cosplay puis dans le GN. C'est parce que j'ai découvert cette sensation là et qu'une fois que tu y as goûté, c'est chouette en fait. C'est ça. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, pas de souci. Moi, j'avais une question juste pour Mélie, parce que tu disais que c'était plus facile en jouant à distance qu'en jouant, qu'en voyant les personnes ou en étant en présence des personnes, c'est ça?
C'est très personnel, je pense, mais pour moi, oui. Comme c'est ce que j'ai remarqué. Après, ça fait très longtemps que j'ai pas joué en présence des personnes. Euh, mais en termes d'incarnation, le fait de pas voir les gens en face ou à côté, tu vois. Et je pense que c'est lié au fait que, voilà, comme je disais au début, j'ai un petit peu, voilà, je fais un peu tout ce qui est anxiété sociale, etc., assez forte. Et du coup, je pense que le fait d'être à distance, ça crée, voilà, je suis toute seule entre guillemets, même si, voilà, on est dans la partie ensemble, etc., mais je suis toute seule dans la pièce et du coup, moi, ça me rend les choses plus faciles. Maintenant, je pense que c'est ultra personnel et que peut-être qu'il y a d'autres personnes chez qui ça rend le truc beaucoup plus difficile d'être à distance. En fait, j'ai entendu les deux sons de cloche de ce côté-là. Et d'ailleurs, il y a cette fameuse scène dont on a beaucoup parlé sur le premier GN de Montréal, justement, GNV de Montréal, pardon, où on a fait cette scène par écrit parce qu'on s'est dit que ce serait plus facile de prendre de la distance par rapport à ce qui était en train de se passer. La scène était très dure. Et au départ, le MJ voulait la faire jouer en vocal et les joueurs ont presque tous dit écoute, là en vocal, je pense que ça va pas être possible parce que ça va être trop difficile à jouer pour l'instant. Ouais, avec le rituel de Lilith. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, non. Et celle-là, on l'avait jouée par écrit et ça a ouais, permis de lancer des choses que je pense personne n'aurait osé faire à l'oral. Et encore moins en GN, en présence des gens, quoi. Non, ça aurait pas été possible. Ça a donné une scène particulièrement intense, particulièrement gore aussi, n'ayons pas peur des mots, mais que personne n'aurait pu jouer autrement que comme ça en fait, en se planquant derrière son clavier pour prendre de la distance, quoi. C'est ça. En fait, c'était non seulement c'était gore, c'était cruel, c'était dur, mais en plus c'était sexuellement explicite. Donc à partir du moment où tu touches à ces domaines-là, c'est beaucoup. Il y a des clés pour jouer ces trucs-là en JDR ou en GN, mais honnêtement, là, non. Voilà, là c'était trop. Là c'était trop. C'était. Alors, on sait peut-être que, du coup, si on avait été en vocal, la scène aurait été radicalement différente et et elle aurait été beaucoup moins riche, je pense d'ailleurs, parce qu'en fait c'est justement le fait qu'on ait eu la liberté de se lâcher parce qu'on n'était pas écrit et parce qu'il n'y avait pas l'émotionnel de la voix derrière, parce que t'as beau de ne pas être en face de la personne IRL. La voix, là, ça aurait été, vu le nombre qu'on était, ça aurait été difficile de mettre les cams. Mais voilà, t'as une substance déjà, t'as une forme d'émotionnel à fleur de peau quand t'as la voix et quand t'incarnes le truc. Et ouais, ça peut. On serait pas du tout allé aussi loin et la scène aurait été beaucoup moins riche, peut-être beaucoup moins longue aussi, beaucoup moins détaillée. Après. A contrario, je fais partie de ceux qui adorent jouer les émotions, justement, donc ça fait partie des choses que je recherche beaucoup en GN notamment, et là pour le coup je préfère avoir les gens en face de moi, donc c'est vraiment une question de feeling. Là pour cette scène-là, effectivement, dont on parlait, je pense que c'était plus intéressant de la faire comme ça. Elle aurait été complètement différente dans d'autres circonstances, mais moi j'aime bien effectivement pouvoir ressentir la même chose que mon personnage, et ça pour moi, c'est possible à faire que si je suis vraiment en face de lui. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Vraiment pour autant, cette scène qui était très spéciale, quoi. Pour autant, j'ai découvert les RP écrits aussi avec les GN virtuels, et je trouve ça génial. Je trouve que ça enrichit énormément les parties qu'on fait depuis, et que du coup, on a intégré dans L5R d'ailleurs. Ouais, je suis d'accord parce que j'avais justement cet exemple-là. Je me disais, mais sur L5R, il y a des scènes avec des émotions dont je suis beaucoup plus à l'aise de les jouer à l'écrit. Et j'en ai deux en tête, et il y en a une qui était le RP dans la cour là pendant le championnat de Topaz. Et ça fait partie des. C'est des moments de jeu, je pense, qu'on n'aurait pas du tout eu si on l'avait discuté, parce que je pense une petite gêne d'un des joueurs se transpose en face à quelqu'un qui va être gêné à son tour, et je pense qu'il y a, tu vois, tout le monde s'inhibe avec ça, quoi. Et moi notamment, il y a des scènes puis il y a une autre scène que j'ai joué avec Jérémy qui aurait été très très compliquée si on l'avait fait en vocal, tu vois. Oui, clairement. Donc je pense qu'en vrai, tu t'adaptes en fonction de la situation qui se présente à toi, et ça t'offre deux expériences complètement différentes. C'est ça. Donc, en fait, selon le média. Non, oui, vas-y, j'avais terminé.
Et c'est selon le média que tu vas utiliser, que tu vas choisir. Oh merde, oh non, pardon, il y a une chauve-souris qui est rentrée, mais par où elle est rentrée sans doute. Bon, ça attendra. Oui. Ouais, Interlude chauve-souris. Sérieusement, quoi. Elle devait déjà être là, je pense, parce que toutes les portes sont fermées. C'est improbable. Je m'attendais absolument pas à une interruption chauve-souris. J'avais prévu beaucoup de choses, mais pas ça. Oui, moi non plus. Du coup, ouais, je disais, selon le média qui t'est offert ou que tu choisis d'utiliser, tu vas avoir une expérience différente, tu vas faire des choix qui seront différents. Et je trouve ça super intéressant d'avoir le média, du coup, on est à distance, donc d'avoir le média vocal et cam, et d'avoir le média écrit aussi, parce que les deux se complètent vachement bien. Et j'ai fait des parties à distance où les gens refusaient d'écrire, parce que pas le temps, parce que la flemme, parce que c'était pas trop leur truc. Et c'est dommage. Enfin, tu vois, pour moi, en tout cas, personnellement, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui nous échappait. Quelque chose de nos personnages qui nous échappait, en fait, en refusant de fonctionner par écrit. Donc, ouais, c'est intéressant quand c'est possible de le faire. Après, je comprends qu'il y a des gens pour lesquels c'est pas du tout leur truc, etc. Et c'est OK. Mais en termes d'expérience, ouais, je suis très contente sur la table. On se retrouve tous là-dessus, qu'on ait tous ce goût-là de l'écriture. Et ça, c'est vraiment très agréable, en fait. C'est vrai que ça enrichit énormément les échanges. Ouais. Ça enrichit aussi entre les échanges parce que du coup, on peut continuer entre deux parties. En plus, c'est vrai que ça entretient énormément en plus la hype et le côté RP, l'émotion et puis les intrigues qui arrivent. Enfin. Puis en plus, on a un MJ qui adore écrire, donc lui, tu lui proposes des trucs et il saute sur l'occasion à chaque fois. Mais je pense que lui, il a casté les joueurs et joueuses autour de la table en sachant pertinemment qu'on avait tous cette appétence-là. J'ai l'impression, en tout cas. C'est bien possible parce que il y a eu tout un serveur qu'on va garder en archive, je pense, parce que c'était assez génial. C'était juste avant qu'on fasse le GN virtuel de Chicago, pour le coup. Donc ça date, hein, c'était il y a un petit moment déjà. Et celui où je devais faire un groupe justement avec Lydia et Jérémy, on avait fait tous les trois un RP écrit pendant au moins un mois et demi avant le jeu. Et au final, on s'est plus éclaté finalement sur ces échanges RP écrits qu'on a fait tous les trois que pendant le temps qu'a duré le GNV, où d'ailleurs mon personnage est mort assez rapidement, pas de chance. Et parce qu'on avait fait tout ce RP écrit en amont, justement, ça a rendu la mort de mon perso extrêmement dramatique et ça a influé sur beaucoup de temps de jeu parce que les deux autres ont littéralement vrillé en apprenant la mort de mon personnage et ont foutu le chaos dans la ville, en fait. Et je pense pas que ça aurait viré comme ça avant. Parce que justement, nos persos étaient devenus... Enfin, on avait fait une relation hyper solide entre les trois, on avait un background bien construit, et puis on s'était vraiment bien amusé en vrai. Hein. Et au final, quand mon perso est mort au bout de quelques jours de jeu, ça a été un quoi tout ça pour ça? Non, c'est pas possible qu'on s'arrête là. Et ça... c'est vrai que ça a été assez intense finalement. Ils ont d'ailleurs écrit une scène tous les deux, après la mort de mon perso, où en fait les deux se rendaient compte qu'elle était morte. Parce que il y avait un lien un peu spécial qu'ils ont ressenti au moment où ils se brisaient, quoi. Et la scène qu'ils ont écrite, elle était extraordinaire, franchement. Je sais pas s'ils oseraient la rendre publique, mais elle était extraordinaire, la scène. Et moi, j'ai lu les paragraphes et j'en pleurais quand vers mon écran. C'était vraiment très intense. Moi, je trouve que cette histoire, elle est d'autant plus fascinante que c'est vous trois joueuses et joueurs qui prenaient vos responsabilités d'en faire quelque chose de super intense, et avant la partie, et pendant la partie, et au moment où... Enfin voilà, c'est vraiment un truc qui est construit à l'initiative sur lequel les MJ n'ont pas du tout influé, quoi. Moi, c'est ça que je trouve excellent. Non seulement ils n'ont pas du tout influé, mais en fait, personne d'autre que nous trois n'a jamais vu ces textes. Hein, parce que du coup, ça nous paraissait un peu trop
un peu trop privé finalement. On ne l'a même pas fait lire à la MJ parce qu'on n'avait pas forcément envie et parce que le RP est parti un peu loin à des moments et qu'on préférait que ça reste dans le cercle privé. Donc, du coup, c'est resté entre nous trois et de temps en temps, je retombe dessus, je les relis avec plaisir parce que, en vrai, on s'était bien amusé et puis ça reste des beaux moments de RP qu'on avait fait tous les trois, même si ça n'a pas donné grand-chose en jeu. Parce qu'une fois qu'on était en jeu, en fait, il fallait qu'on se concentre sur tout ce qui nous tombait sur la tronche, puis sur les interactions avec les autres personnages. On avait moins le temps finalement de s'amuser que quand on faisait purement du RP écrit. Le jeu allait un peu trop vite pour nous et puis il a capoté assez vite pour moi. Et ça m'a tellement frustrée que je suis revenue en PNJ quelques jours après pour pas laisser les autres tout seuls dans le jeu, en fait. Je me suis retrouvée dans l'autre camp en PNJ pendant que eux, je leur parlais avec mon ancien personnage en fantôme. C'était assez marrant. Mais ouais, c'est vrai que c'était un peu triste. J'étais un peu triste quand même que ça se termine comme ça. Mais en même temps, le fait que ça ait influé le jeu à ce point m'a fait plaisir. J'avoue. Parce que ils ont vraiment foutu le chaos après ça, les deux. Hein. Ils ont dit bon, on n'a plus rien à perdre, on va tous les faire tomber. Mais c'est ce que tu disais, c'est pas. Vous avez fait tout ça pendant 3 mois et tout, et au final, t'es morte un peu trop vite. Mais c'était pas pour rien, puisque ça a quand même influé sur le déroulé de la partie, bien malgré la volonté de leur gars. Ah oui, mais en fait, l'orga, je crois qu'elle était même assez contente finalement que ça influence dans ça, parce que c'était totalement inattendu. Hein. Ça a totalement changé la direction du jeu alors que c'était absolument pas prévu. C'est-à-dire que du coup, le personnage de Jérémy a mis la main sur les anarques et celui de Lydia sur le sabbat pour me venger quand même. Oui, je crois qu'il en avait vite fait parler. Ils les ont tous lancés, c'est Maria, quoi. Mais il y a un potentiel tellement créatif en fait dans ce genre de situation. Et je crois que sur les GMV notamment, il y avait pas mal de personnes qui étaient débutantes, que ce soit en JDR ou en GN ou en GMV globalement. Mais, et ça doit être assez jouissif pour des orgas ou des MJ de voir que qu'il y a des joueurs et des joueuses chevronnés, on va dire, qui vont justement s'emparer de leur personnage, s'emparer du jeu et faire piller un peu ce qui était prévu, le scénar prévu et tout. Mais justement, c'est ce côté créatif-là qu'on recherche aussi, un peu quand même. Et du coup, Oui, ça doit être génial en tant qu'orga de voir ça et de devoir s'adapter et de limite, comment dire, c'est à la fois ils sont maîtres d'œuvre et en même temps ils assistent à un spectacle, quoi. C'est assez. c'est exactement ça. Quand on avait fait San Francisco, moi c'était mon petit plaisir, c'était de lire tout ce qui se passait en fait. Moi j'étais en sous-marin un peu partout en fait. Généralement c'était Jérémy et Lydia qui s'occupaient de la partie purement lore, parce qu'ils la connaissaient beaucoup mieux que moi forcément. Et du coup moi comme j'étais un peu planqué partout et que je lisais tout, je prenais mon popcorn et je regardais les gens faire vivre la ville et c'était extra. Enfin, moi je m'éclatais, on était en vocal tous les trois tous les soirs. Et à chaque fois, je leur disais « Oh putain, ils viennent de se dire ça. Oh vas-y, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ah là là, il y a machin qui a déballé son truc. Oh putain !» Ah, il y en a qui a lâché son Dark Secret. Oh yo 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 yo. Et bon, les feux de l'amour. Toute la soirée, on était en vocal tous les trois et toute la soirée, on se bouffait du popcorn en regardant faire les joueurs. C'était très très drôle. Au bout d'un moment, on était obligé de gérer les rencontres aussi, donc on essayait de gérer ça comme on pouvait, mais généralement, on les faisait à peu près par écrit, tout en continuant à débriefer à l'oral sur ce qui était en train de se passer en parallèle, parce que tout ce qui se passait en parallèle avait des actions, forcément. Et effectivement, c'était très très chouette de les voir, toutes les personnages prendre vie de façon totalement autonome et de regarder ce qui se passait. Je crois que le plus grand kiff qu'on s'est payé, c'est quand même la soirée de gala entre guillemets où les gens sont arrivés.
façon défilé de mode devant le bateau. Ouais, tu t'en rappelles bien. Hein. Bah nous, Mm. MJ, là, on était là avec notre popcorn et on vous regardait passer. C'était énorme. La manière dont t'en parles, maintenant, j'ai juste envie de vivre ça, tu vois. Il y a beaucoup trop de boulot à mettre en place, mais maintenant, je veux savoir ce que ça fait, tu vois, de voir ta création, de voir 50 joueurs dépasser ce que t'as créé pour eux, tu vois. Bon, Ça doit être un truc. Pas trop quand même. Il y avait c'est 30 joueurs. 30. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, on était 30, ouais. 30 joueurs. 10 chacun, du coup, pour Ouais. San Francisco 1, ouais. Et pour le 2, on s'était répartis un peu différemment parce que du coup, j'étais enceinte de 6 mois, donc je pouvais pas tellement gérer les soirées aussi lourdes que la première édition. Mais bon, mon rôle à moi était essentiellement justement de faire les yeux et les oreilles pour les deux autres parce qu'ils étaient souvent en train de gérer les rencontres comme ils connaissaient beaucoup mieux le système de jeu que moi, puisqu'ils étaient tous les deux MJ dessus. Et moi, je gérais plus la partie purement Je sais pas si ça technique. mais c'est pas Qu'est-ce qu'il y a? Je t'entends plus. Bah, j'ai l'impression que Mélie a des petits problèmes de connexion. Ah oui, je crois que ça a frisé. Bon, en tout cas, pour clore cette histoire sur ce que je racontais sur le GNV, je pense que ça avait plus de saveur aussi parce qu'on était 3 en vrai. Je pense que si j'avais été toute seule à contempler tout ça, j'aurais pas autant kiffé qu'en échangeant avec les deux autres parce que c'était vraiment trop marrant en fait. C'est vrai c'est un truc que t'apprécies, je pense, en équipe de maître du jeu. Des fois, t'as des plaisirs de maître du jeu que tu peux pas partager et c'est super frustrant. Oui, là en l'occurrence, le fait qu'on soit 3, déjà, c'était beaucoup plus motivant. C'était beaucoup plus stimulant aussi parce que forcément, tu avais vraiment du brainstorming tout le temps. On n'arrêtait pas de se lancer des idées, de débattre sur la meilleure façon de faire ci ou ça. Et puis en fait, comme on s'entendait très bien, on rigolait tout le temps. Quoi. On s'est payé des barres de rire des fois à 2 ou 3 heures du matin alors qu'on était en train d'écrire les événements qui venaient de se passer. Sans ça, je pense qu'on n'aurait jamais réussi à tenir le coup, très honnêtement. C'était déjà beaucoup trop de travail, mais c'était aussi parce que, humainement, c'est quand même beaucoup plus facile quand tu as 2 autres personnes à côté qui te font tap-tap sur l'épaule, ça va bien se passer. Et c'est vrai qu'on s'est payé des sacrés délires stupides, je pense en partie avec la fatigue, mais qui étaient vraiment cool à partager. Rien que les moments où, justement, je venais les trouver dans le salon vocal et j'en disais « Ah, ça y est, il y a machin qui a dit ça. Ah, vas-y, trop bien !» J'ai pas d'exemple précis en tête, mais généralement, c'était quand il y avait un gros secret qui sortait et que je voyais que les gens partaient complètement dans des directions opposées où on se disait « Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on les laisse mariner ? Est-ce qu'on les laisse partir dans leur théorie fumeuse ? Est-ce qu'on leur donne des petits indices ? » Je crois qu'il y a juste des moments où on a lâché les PNJ sur les joueurs parce qu'on s'est dit que non, mais là, ça partait un peu trop loin. En fait. Mais sinon, le reste du temps, on n'intervenait pas tant que ça, finalement. C'était suffisamment vivant pour qu'on n'ait pas besoin forcément d'intervenir. Quoi. Je répète, maintenant, j'ai envie de vivre ça, quoi. La manière dont t'en parles, moi, ça me... Ouais. Je vois les étoiles dans tes yeux et ça fait des étoiles dans les miens, quoi. Ça me rappelle beaucoup de bons souvenirs, ouais. Ça me rappelle beaucoup de fou rire aussi quand on lisait les théories des joueurs sur ce qui était en train de se passer et que les gens partaient dans des directions totalement improbables. Je sais pas si tu te souviens de l'histoire du Mathusalem qu'on avait monté sur San Francisco, mais il y a eu un moment... Le premier ? Ouais, sur le premier, ouais. Oui. C'était un Mathusalem Gangrel, ouais. Qui était reptilien et il y a eu des moments où ça partait dans des théories comme quoi il y aurait l'équivalent mais chez les Kuei-jin en face et que du coup il y avait 2 monstres qui allaient s'affronter, donc on était en train d'imaginer le duel du kaiju dans la baie de San Francisco à 3h du matin alors qu'on n'avait pas dormi depuis 3 jours. Je te laisse imaginer les délires qu'on a pu se faire comme ça. C'est sûr que ça renforce, hein. Mais honnêtement, il faut bien s'entendre pour faire des trucs comme ça. Il faut se supporter en fond et en aval quand même. Hein. Nous, ça marchait bien parce que justement, on avait vu pendant les précédents GN virtuels que le groupe fonctionnait bien. Mais c'est intense. C'est génial, mais qu'est-ce que c'est intense. Bah ouais, il faut avoir le temps à se dégager Lequel on pour a le pas faire. reconduit une 3e fois d'ailleurs.
Bah, c'est 2 Ben, semaines non-stop quand même, quasiment. c'est 2 semaines non-stop. Il y a énormément de préparation en amont aussi. Mmh. Et avec ça, il y avait déjà un outil qu'on a juste eu à réutiliser, hein, parce que l'outil de l'ARPADMIN, c'était pas nous qui l'avons fait. Hein, on s'est juste servi d'un truc qui existait déjà. Hein, et Mmh. heureusement qu'il était là d'ailleurs, parce que bon, bah, sans ça, je pense qu'on aurait bien galéré. Mais même avec ça, ça représente une somme de boulot colossale. Hein. Honnêtement, à 3, on était déjà au bout de notre vie. Alors, ceux qui font ça seuls, franchement, je ne sais pas comment ils font pour tenir. Hein. Ça demande une somme de travail, d'autant que moi, j'étais même pas forcément dans toute la partie purement rédactionnelle. Comme je disais, c'est pas trop mon point fort. C'est beaucoup plus la partie que Jérémy a faite. Et Lydia, elle était plus tout ce qui concernait les éléments du background, du lore, qu'elle connaît parfaitement, forcément. Et moi, je venais surtout là en renfort finalement. J'étais là pour gérer les gens et le site parce que je suis développeur. Mais pour le reste, le WOD, c'était eux, c'était pas moi. Hein. Donc bon, heureusement qu'il y avait cette plateforme pour nous aider. Sans ça, ça aurait été particulièrement compliqué. Et même avec ça, ça représentait vraiment beaucoup, beaucoup de travail qu'on aurait eu du mal à faire si on n'avait pas été 3. Et à Et partir du moment où j'avais mon fils, c'était impossible à gérer. ouais, bah tu m'étonnes si c'est en plus de. Enfin Mmh. voilà, c'était. Bah on en discutait avec Rémi, avec Miranda, et en fait dans une discussion de la même forme qu'on a aujourd'hui, quoi. Et, et, et on discutait du fait que c'était quelque chose qui n'avait été possible que pendant le Covid, et que Ouais. avec tu vois que l'implication de tout le monde et tout ça, en fait, c'était un espèce de format qui s'était construit parce que les circonstances étaient là et qui était assez tu vois, local à ça, et probablement que dans des circonstances où il y a plus de confinement, on a tous un peu moins de temps à consacrer mécaniquement parce qu'il y a d'autres choses à faire. Mm. C'était quelque chose qui ne fonctionnait plus, ou plus aussi bien que ce qui avait fonctionné, ou en tout cas il fallait réapprendre à le faire fonctionner différemment. Enfin voilà, il y avait. Oui, en fait, ça fait un petit moment qu'on a cette discussion-là, justement, Jérémy, Rémi, Miranda et moi. C'était comment adapter le format maintenant qu'on est complètement sorti de la dynamique du confinement, en fait. Que c'est pour ça aussi qu'il y a eu des tentatives un peu avortées. On parlait du GNV Vienne que Jérémy a dans les cartons depuis un moment, mais Mmh. le GNV Mage, c'est pareil. Ça fait longtemps qu'ils en parlent. Le problème, c'est que on ne sait pas sur quel format sortir ça, parce qu'on sait que le format qu'on a fait pendant les confinements est infaisable maintenant, en fait. Ou du moins, il est infaisable pour des gens qui ont une vie sociale. Parce que maintenant, ben, tu peux pas demander à quelqu'un d'être présent plusieurs heures par soir, tous les soirs, en fait. Tu pouvais le faire quand on n'avait rien d'autre à faire, plus Ouais, maintenant. mais tu trouveras Ouais. pas 10, 20, 30 personnes pour le faire maintenant, quoi. C'est ça. Il y a des gens qui sont probablement OK pour le faire sur une durée assez courte, mais réunir des gens comme ça pendant 15 jours, comme on l'a fait sur les GNV pendant la période Covid, c'était vraiment, vraiment tendu. Il y a eu plusieurs tentatives de faire ça sur des week-ends. Oui, c'est ce que j'allais dire, ouais. Mais Je crois que ça a été fait avec plus ou moins de succès. Je n'ai pas eu l'opportunité, donc je ne saurais pas dire, mais je sais que ça a été tenté. Ça peut être une option, ou alors ça revient au format finalement des forums comme on faisait dans les années 2000 en fait. Hein. Tu fais une partie du RP sur un forum ou un Discord, et puis quand tu peux, tu vois les gens IRL en fait, comme la Camarilla en France. Ouais, et puis tu étires le temps d'autant plus parce que t'as plus le temps localement, donc tu te dis que tu vas la retrouver sur la durée. Du coup, le rythme est différent, l'application est différente. Enfin, ouais, il y a beaucoup de choses qui changent, quoi. Oui, c'est c'est ça, ça. du coup, c'est pas la même expérience du tout, quoi. Mais ça fait un petit moment qu'on en parle de tout ça, à se demander comment on pourrait faire évoluer le format, parce qu'on se rend bien compte que là, ce serait vraiment très compliqué de refaire la même chose. C'était bien pour que les gens puissent s'occuper pendant qu'on n'avait rien de mieux à faire, mais là, maintenant, c'est un petit peu compliqué, quoi. Mm. Là, je sais qu'il y en a encore de temps en temps, des GN virtuels. Je ne sais pas comment ils ont adopté le format. C'est une excellente question. Mm. Mais Les après, ça réponses, t'oblige à vachement de contraintes, quoi. Tu fais ça 3 heures par soir, après 21h ou 21h30. Ou alors t'as que des gens qui n'ont pas d'enfants ou qui ont des enfants qui sont plus grands, qui peuvent le faire, ou des trucs comme ça. Enfin,
Je vois difficilement, sur 2 semaines de suite, je vois difficilement comment c'est adaptable pour qu'il y ait 30, enfin, ne serait-ce que 20 joueurs en même temps sur le jeu, quoi. Après, j'imagine que c'est toujours, enfin voilà, c'est toujours possible, mais du coup, l'expérience est peut-être un peu raccourcie, réduite et beaucoup, beaucoup moins dense, quoi. Oui, Surtout que, c'est plus en termes du nombre de joueurs que ça pêcherait, je pense. Parce que trouver des gens qui seraient OK pour passer plusieurs heures par soir pendant 15 jours, je pense que tu peux le faire. Hein, surtout des gens qui sont soit à fond dans les jeux, soit qui n'ont pas forcément beaucoup de trucs à faire le soir. Des gens qui n'ont pas d'enfants, notamment. Mais pour le reste, trouver 30 personnes minimum dans ce délire-là, maintenant, c'est compliqué. Surtout que, mine de rien, les GNV, c'était des trucs de niche. Hein. Oui. D'ailleurs, la plupart ont été recrutés à peu près tous sur la même communauté parce que les GNV sont partis à la base de Serge, qui est un GNiste aussi. Donc, il a beaucoup pioché parmi les GNistes. Or, un GNiste, ça aime se voir en vrai, en fait. Donc, il y en a une partie qui sont restés aussi dans la dynamique JDR, dont je fais partie. Mais la plupart ont préféré reprendre les GN dès le moment où les confinements ont été levés, en fait. C'est ça, c'était un palliatif pour le temps où on pouvait plus faire de GN, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelait GN virtuel et pas jeu de rôle en fait. Oui, c'est ça. C'était Oui, très clair la raison pour laquelle ça avait été créé. Ça laissait pas de place au doute, quoi. Oui, mais effectivement, ça s'était pensé comme un GN qui se faisait derrière un ordinateur, pas comme un jeu de rôle. Oui, d'ailleurs, la mécanique du jeu de rôle avait été réutilisée, mais c'était un GN, pas un jeu de rôle. C'est ça. Et la mécanique, enfin, et l'expérience de jeu est totalement différente d'ailleurs. Hein. Enfin voilà, pour avoir fait les deux et avoir, voilà, j'ai jamais fait de GN IRL pour le coup, j'ai fait que du GNV. Même si la mécanique du jeu de rôle est reprise, vraiment l'expérience n'est pas du tout la même, quoi. Faut être beaucoup plus proactif dans le GNV, faut oser y aller, faut oser aborder tous les autres personnages en message privé, etc. C'est vraiment, faut s'impliquer à fond. Alors que le JDR, t'es forcément beaucoup plus, déjà on est beaucoup moins nombreux, puis t'es plus cadré par le scénario, par le MJ, par ton background qui est souvent beaucoup, enfin j'ai l'impression plus détaillé qu'en GN. Et puis le temps est pas le même, le temps du récit, le temps du scénario est pas le même sur un JDR que sur un GNV souvent. Et j'avais trouvé les deux expériences hyper intéressantes. Enfin, je préfère le JDR de ce que j'en ai vu pour l'instant, mais retenter l'expérience de GNV aujourd'hui avec les billes que j'ai gagnées en termes d'expérience, on va dire, ce serait intéressant, je pense. Parce que je sais c'est vraiment très différent, quoi. Il y a des GN qui ont été montés un peu sur un format un peu différent, mais il y a plusieurs assos qui ont monté des GN à distance pendant le confinement, justement en palliatif, hein, on va pas se mentir. Et j'ai pas eu l'occasion de les jouer, mais je sais que ça a été rejoué plusieurs fois depuis, parce que ça permet aussi de faire jouer à des gens qui sont pas forcément situés dans le même endroit, ou de pas les faire se déplacer, qui est plutôt intéressant en fait. Il y en a eu quelques-uns qui sont sortis. Je crois qu'ils sont encore joués à l'heure actuelle. Donc, à voir pour tenter l'expérience. Mais c'est pas du tout la même chose qu'un GNV dans la mesure où nous, on l'a joué. C'est vraiment un GN sur un temps de jeu assez court. Généralement, ça dépasse pas un après-midi. Et c'est un scénar à jouer sur un après-midi, quoi. Là, le format qu'on a joué sur une semaine, voire 15 jours, à plusieurs heures par jour, honnêtement, je pense que maintenant, c'est infaisable. Je suppose que tu peux faire ça sur un week-end en faisant un scénario assez solide et en faisant tout un prétexte à rester derrière les écrans. Mais 15 jours, non, plus maintenant. C'est ça, ou alors il faudra profiter de genre des jours fériés avec un week-end juste ici, tu vois, comme ça, où tu fais genre 3 jours à balle, mais ça reste pas la même chose que 15 jours, quoi. Et encore, très honnêtement, même quand nous on les faisait, qu'on était donc confinés, hein, heureusement qu'il y avait les jours de pause. Parce que sans ça, déjà pour que les MJ puissent souffler un peu, mais même par rapport aux joueurs, en fait, je m'en suis rendu compte surtout quand j'ai pas réussi à raccrocher les wagons après avoir eu mon fils, que je m'étais dit,
je vais me laisser un peu de temps et puis j'essaierai de rattraper le jeu plus tard. C'est impossible. Si tu rates le coche dès le départ et que le jeu démarre sans toi, tu ne peux pas le rattraper en GNV. Ça va beaucoup trop vite, trop loin. Il y a des gens qui sont tellement impliqués que si tu ne vois pas le jeu, ben, tu peux juste lui faire coucou de loin et c'est tout. Ouais, c'est ça, tu passes vite à côté en fait. Oui. C'est aussi le truc, je pense, qui a fini par perdre un peu les gens, c'est que tu peux pas y aller à différents degrés d'implication en fait dans un GN comme ça. Tu es obligé de t'impliquer, sinon tu joues pas du tout en fait, quoi. Bah, c'est ça, où tu es plus spectateur qu'autre chose. Et ça avait été. Et je pense que c'est un truc qu'on a pris un peu sur le tas parce que bah, du coup, j'avais fait le premier GNT Montréal, qui était le tout premier, qui avait été lancé par Serge. Et où justement il y avait cette idée de départ qui était une idée plutôt noble pour permettre au plus de gens possible de jouer, de justement avoir des persos. Ils nous avaient fait choisir est-ce que tu veux un perso très impliqué, pas trop impliqué, etc. Avec des degrés, voilà. Et en fait, tu te rends compte que bah, si tu t'impliques pas, bah, tu passes à côté du jeu. Et j'avais un peu eu cette sensation, parce que voilà, j'avais pas beaucoup d'expérience, c'était mon premier GNV, premier GNV comme tout le monde, mais premier GN, etc., un truc de cette ampleur-là. Et j'ai fait l'erreur de pas être assez proactive. Et heureusement, j'étais dans une super coterie avec des super joueurs, super expérimentés qui m'ont aidé à jouer quand même et à être intégré aux intrigues de la ville, etc. Et donc à pas passer à côté du jeu totalement. Mais je pense que ce serait à refaire. Je m'impliquerais beaucoup plus tout de suite. Et je serais beaucoup, beaucoup plus proactive. Mais voilà, t'es un peu pris de court et t'es là, waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que ça va très très vite avec 30 personnes, forcément. Et puis des joueurs chevronnés qui savent parfaitement, qui ont l'habitude de faire du GN, qui ont l'habitude de faire du JDR. Et t'es là, waouh! Moi, j'étais hyper admirative de tout ça. J'étais là, oh, qu'est-ce qui se passe? En vrai, je pense pas que ce soit une question de joueurs chevronnés ou pas, hein. C'était juste qu'il y avait des gens qui avaient plus envie de parler que d'autres, ou plus le temps de parler que d'autres, et du coup qui se sont retrouvés un peu moteurs grâce à ça, en fait. Et puis bon, bah, c'est aussi pour ça finalement que les MJ au bout d'un moment, ont fini par instaurer des limites de temps, même la journée, pour dire bon, là, de telle heure à telle heure, on est en coupure, parce que finalement, bah, sinon, les gens n'arrivaient plus à suivre, en fait. Entre ceux qui étaient libres H24 et ceux qui devaient aller bosser ou qui voulaient juste prendre un peu de repos pour faire d'autres trucs, étaient largués en revenant, parce que il y avait des kilomètres de pages à lire en revenant. C'est ça. J'ai pas de bonne transition, mais j'ai une dernière question juste avant de clore la discussion. C'est quoi le conseil de jeu de rôle qu'on donne pas assez, selon vous? Il y a des conseils qu'on donne tout le temps, mais il y en a qu'on donne pas assez, et de temps en temps il faudrait les entendre. Est-ce qu'il y en a un qui vous vient? Pas assez. Je dirais plus de penser que c'est avant tout fait pour s'amuser. Ça reste un jeu. Et je pense que pour certains, effectivement, des fois, ça nous met un peu trop la pression, alors qu'on oublie que c'est censé être juste pour se faire plaisir. Et ça passe par quoi cette pression? C'est quoi cette... Ben, c'est quoi, c'est le souci de trop bien faire? Je pense que c'est un peu ça, oui. Là, je parle pour mon expérience perso. C'est moi qui souvent ai tendance à me mettre un peu la pression et j'oublie souvent qu'en fait, derrière, c'est juste un jeu. C'est pour ça que des fois j'ai du mal à parler en début de partie, que je vais être un petit peu en retrait et compagnie, parce que je sais jamais trop comment commencer et au final, au bout d'un moment, je me détends et c'est là où ça passe beaucoup mieux en fait. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Après, pour ma part, j'avoue que je réfléchis un peu, mais justement, dans cette idée-là, un petit peu, je trouve aussi, c'est de pas hésiter à agir, en fait, à être proactif et à pas regarder moi, c'est mon défaut par excès justement, que je me mets la pression ou par excès de timidité, etc. Ou
de peur de mal faire. Et au final, tu oublies que voilà, non seulement tu es là pour t'amuser, mais en plus, personne va te juger, personne va... Et du coup, de pas hésiter voilà, à être proactif, à proposer des trucs. Parce que dans tous les cas, ça va faire avancer l'histoire et c'est ça qui est vraiment chouette aussi, quoi. C'est de participer à la création à cette espèce de cette création collective en fait. Ouais. J'aurais peut-être même un dernier conseil à dire, ne pas avoir peur de dire des conneries en jeu de rôle, en fait. Ou de faire des conneries, parce que souvent c'est ça qui fait avancer le scénar, en fait. Très bon conseil, et c'est ce dont on se souvient, les conneries. Oui. Exactement.